je reçois dans cette seconde partie d'émission François Asselineau. Bonjour François Asselineau. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Et merci de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Je sais que ça n'a pas été facile parce que, évidemment, la campagne, il reste plus que 4 semaines, c'est ça. On est pratiquement dans la dernière ligne droite. Vous avez pu commencer à éventuellement inscrire la liste en préfecture. Je crois que c'est autorisé. Peut-être que vous nous en parlerez un petit peu tout à l'heure. Alors, je ne vais pas vous présenter pour les auditeurs de Radio Courtoisie plusieurs fois dans des émissions, et cela fait depuis plusieurs années. Parce que sachez que vous avez beaucoup d'admirateurs au sein de ces auditeurs qui disaient « Mais pourquoi vous n'invitez pas François Asselineau ?» Alors moi, j'avoue que ces questions, je n'y répondais pas, parce qu'il ne s'agissait pas ni d'être déplaisant avec les uns ni avec les autres. Néanmoins, j'ai souhaité, et je fais partie de ces gens qui souhaitaient vous inviter depuis un bon moment. Vous acceptez aujourd'hui, sachez que j'en suis extrêmement heureux. Alors, une présentation rapide. Vous êtes né le 14 septembre 1957 à Paris. Vous êtes donc un Parisien. Mais comme beaucoup de Parisiens, vous avez de nombreuses origines en province. Je crois que vos 4 grands-parents sont originaires de 4 régions différentes. Loiret, Haute-Saône, Côte d'Armor et le Tarn même. Vous en savez des choses. Il y a beaucoup de choses à voir. Entre autres, j'en fais la promotion pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus sur François Asselineau et l'UPR sur le site de l'UPR. Il y a une très bonne biographie, très documentée, justement. C'est comme ça que j'ai su que votre père, ingénieur, était centralien, même. Absolument. Plus précisément. Voilà, vous êtes d'abord diplômé d'HEC. Et puis, c'est l'entrée à l'ENA et une sortie particulièrement remarquée puisque vous êtes second. Vous terminez second de la promotion Léonard de Vinci en 85, ce qui vous permet de choisir un grand corps et vous choisissez l'inspection générale des finances comme, je crois, un certain président de la République aujourd'hui. Alors, écoutez... portera peut-être chance. C'est Bercy, et puis souvent, avec un certain nombre d'énarques, les cabinets ministériels. Vous avez été à la fois chez Gérard Longuet, je crois, Françoise de Panafieux, Hervé de Charette, qui était ministre des Affaires étrangères. À ce moment-là, vous vous occupiez d'ailleurs d'Asie, d'Océanie, d'Amérique latine, des questions économiques. C'est à ce titre que vous avez préparé les voyages du président de la République de l'époque, notamment en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. C'est un tropisme chez vous, je crois, on va y revenir. Vos débuts en politique se déroulent sous le signe de Charles Pasqua, au Rassemblement pour la France, RPF, dès 1999, au Conseil général des Hauts-de-Seine aussi, et même à Paris, puisque vous serez élu conseiller de la capitale en 2001. Après la fin du RPF, c'est la création justement de l'Union populaire républicaine, UPR. Un jour symbolique, si j'ai bien compris, 25 mars 2007, c'est-à-dire le jour du 50e anniversaire du traité de Rome. L'Union populaire républicaine dont le but essentiel, je vous cite, c'est sortir la France de l'Union européenne, mais aussi de l'euro. Et puis pour tous ceux gaullistes souverainistes, c'est important aussi de l'OTAN. Sereinement, dites-vous, unilatéralement, démocratiquement et conformément au droit international. Et de cela, depuis 2007, vous n'avez pas varié, ce qui est assez rare en politique pour le souligner. Triple rupture décisive, dites-vous, que l'UPR est le seul mouvement politique significatif à proposer encore sans ambiguïté depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui. C'est la clé pour redonner, dites-vous, du sens à notre démocratie et à la République, pour relancer l'économie, protéger nos acquis sociaux, dégager la France de l'empirisme qui l'a servi, de l'empire, dites-vous, et nous opposer aux dérives guerrières du choc des civilisations. Vous êtes au-delà du clivage droite-gauche, en tout cas vous voulez l'être. Et vous souhaitez d'abord, comme beaucoup d'entre nous, que la France recouvre sa pleine et entière souveraineté. Vous êtes marié et père de 2 enfants, et vous êtes un globe-trotter, pourtant impénitent, qui s'est déjà rendu dans 85 pays du monde, sur les 5 continents, en particulier passionné d'Asie et d'Océanie. Vous avez vécu, je crois, au Japon, et vous parlez le japonais. Qui peut traduire? Alors là, le japonais... Philippe Droite, non, c'est l'anglais en général. Ça veut dire oui, je ne parle qu'un tout petit peu, cependant. Voilà. D'accord. C'est déjà beaucoup. Pour
passer un cap politique, vous n'avez pas hésité à vous présenter à l'élection présidentielle de 2017. Vous avez d'ailleurs obtenu vos parrainages, ce qui vous a permis de figurer à cette élection. Vous avez obtenu ces parrainages, entre autres, en vous appuyant sur, je dirais, votre premier instrument, j'ai presque envie de dire, arme de guerre politique que vous avez forgée au fil des années, c'est votre parti politique. Plus de 30 000 adhérents et plus de 26 ou 27 000, je crois, à jour de cotisation. Il faut le noter aussi. Le nombre plus de 36 000 adhérents. 36 000 aujourd'hui. Oui, et donc 35 000, 36 000 et puis effectivement 27 ou 28 000 à jour de cotisation. Oui, c'est beaucoup. Ce sera justement ma première question. J'avoue que je suis admiratif personnellement. Ayant essayé de créer un certain nombre de partis politiques, je ne suis jamais arrivé à 30 000 adhérents. Comment est-ce que vous avez fait pour créer un parti politique finalement aussi conséquent, alors que vous avez, c'est le moins qu'on puisse dire, été systématiquement boudé depuis l'origine par les grands médias, et même là, sur cette élection européenne, ça ne se dément pas? Alors d'abord, merci beaucoup pour cette présentation qui a le mérite d'être exacte. Ça veut dire que vous avez consacré du temps. Parce que assez souvent, comme ça, que je vais dans des médias, on me dit des choses, puis je dis, mais non, vous êtes trompé, vous dites n'importe quoi, etc. Donc ça, c'est exact. S'agissant du nombre d'adhérents, je regarde à l'instant même là, sur mon téléphone, on en est à 36 567 adhérents, qui sont des adhérents statutaires, c'est-à-dire tous les adhérents à un jour de cotisation qui sont aux alentours de 27 000, et puis des adhérents qui ne sont plus à jour, mais qui regardent leur statut d'adhérent pendant encore 2 ans. Il faut avouer que lorsqu'on a un adhérent d'ailleurs qui nous verse 300 €, c'est-à-dire 10 fois une adhésion annuelle, on ne va pas lui chercher noise s'il tarde un peu à faire son adhésion l'année suivante. Alors comment j'ai fait? Écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pense que si l'UPR se développe, et si actuellement on se développe très bien, c'est pour une raison, c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais c'est quand même la vérité, je crois. C'est que nous avons les bonnes analyses. On dit la vérité. Et accessoirement, on est honnête. L'honnêteté, ça se mesure à quoi? Ça se mesure d'abord à qui est à la tête d'un parti politique. Je trouve que les auditeurs devraient se poser cette question en conscience. Ce monsieur ou cette dame qui sont à la tête d'un parti politique, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et est-ce que je peux avoir confiance en lui? Moi, vous avez eu la gentillesse de rappeler mon parcours universitaire et académique. Je pourrais faire des choses très très différentes et gagner des sommes d'argent fabuleuses. Je rappelle que un de mes collègues de l'inspection générale des finances, qui a mon âge, Frédéric Oudéa, qui est à la tête de la Société Générale, gagne actuellement, c'est pas un secret puisque ça traîne dans les magazines économiques, quelque chose comme 260 ou 280 000 € net par mois. Non, je suis très très loin de gagner ça par an. Bon, je suis vraiment très 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 loin. Donc, il y a, je pense, à l'origine, voir si un responsable politique est intéressé ou désintéressé. Pourquoi il fait ça? Moi, je crois que même mes pires adversaires reconnaissent que je suis quelqu'un de désintéressé. La deuxième chose aussi, c'est est-ce que vous avez affaire à quelqu'un qui change d'avis comme de chemise, qui joue les caméléons, comme le font la plupart des responsables politiques, et qui font varier leur discours en fonction de tous les auditeurs, de tous les téléspectateurs, ou est-ce que c'est quelqu'un qui, comme on dit dans l'Église, à temps et à contre-temps, dit toujours la même chose et porte toujours la même chose. Et au bout du compte, je pense que la constance finit par payer. Même si, parfois, effectivement, ça n'est pas si facile que ça, lorsque il serait peut-être plus immédiatement profitable du point de vue électoral de dire autre chose. Par exemple, c'est vrai, je vois des gens qui disent « Ah, mais ça fait peur de dire aux gens qu'il faut sortir de l'euro ». Et moi, je dis « Mais je me fiche de dire aux gens que ça fasse peur, parce que les gens devraient avoir peur d'y rester ». Parce que moi, j'explique, et pas seulement moi, Vincent Brousseau, qui m'accompagne d'ailleurs aujourd'hui, qui a été, qui est quelqu'un multidiplômé, qui est normalien, qui est docteur en économie, docteur en mathématiques, qui a été 15 ans à la Banque Centrale Européenne. Lorsqu'il est parti là-bas, il était pro-européen, et au bout de 15 ans, il revient en tirant la sonnette d'alarme. Toutes les personnes qui s'intéressent de près à l'évolution de l'euro savent que cette monnaie, comme d'ailleurs toutes les monnaies plurinationales de l'histoire, va finir par exploser. Et le jour où ça va exploser, ça risque d'emporter les retraites, ça risque d'emporter le patrimoine des gens. Donc nous, on voit loin, on fait preuve de prémonition, on regarde les choses à l'avance.
Et puis alors, il y a un troisième élément, c'est que, vous savez, il y a un dicton qui dit la vérité, le seul vrai atout de la vérité, c'est qu'elle dure. Lorsque j'ai dit en 2017, la dernière fois que j'ai été invité au moment de l'élection présidentielle en 2017, pour le débat qui avait lieu sur France 2, j'avais expliqué que tout nouveau président de la République, quel qu'il soit, sauf si c'était moi, puisque moi je proposais de sortir de l'Union européenne. Tous les autres, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, en haut, en bas, etc., une fois qu'on reste dans l'Union européenne, on est assujetti aux traités européens, d'une part, et d'autre part aux politiques qui sont décidées par la Commission européenne en application de ces traités, et tout spécialement quelque chose qui devrait être porté à la connaissance d'absolument tous les Français, en tout cas c'est ce que nous essayons de faire, qui s'appelle le rapport des grandes orientations des politiques économiques, le rapport sur les GOPE, qui est publié chaque année pour chaque pays par la Commission européenne. Et dans ce rapport que nous publions chaque année, il suffit d'aller sur notre site upr.fr, la Commission européenne indique ce que les pays, les uns après les autres, doivent faire en application de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin prétendument d'assurer la convergence des économies et la viabilité à long terme de l'euro. Et donc j'avais expliqué en 2017 que si on restait dans l'Union européenne, le nouveau président, quel qu'il soit, serait obligé, j'avais dit, de supprimer l'ISF. C'est ce qu'a fait Macron. De s'attaquer aux retraites. C'est ce qu'a fait Macron. Parce que c'était demandé. De fusionner les communes. C'est ce que fait Macron. De privatiser les services publics. EDF, GDF, la Française des Jeux, les barrages hydroélectriques. Tout est en train d'être vendu. Tout notre patrimoine public est en train d'y passer. C'est ce que fait Macron. De s'attaquer au droit du travail, c'est ce que fait Macron. De s'aligner diplomatiquement, militairement sur les États-Unis d'Amérique. C'est ce que fait Macron. De telle sorte que lorsque moi je suis le dernier à être surpris des annonces de monsieur Macron il y a quelques jours, là, enfin c'était avant-hier. Jeudi, oui. Voilà, les gens ont l'air de dire il n'a pas écouté les Gilets jaunes. Mais nous expliquons depuis des années que ses prédécesseurs et lui-même ne peut pas écouter les Gilets jaunes. Il n'est pas. Monsieur Macron n'est pas le général de Gaulle. Il n'a pas les mêmes fonctions. Il n'est plus qu'un commandant de bord à la tête d'un avion auquel une oligarchie a fixé d'emblée un plan de vol. Et donc, M. Macron ne peut pas, par exemple, il ne peut pas revenir sur la suppression de l'ISF, il ne peut pas ne pas privatiser les services publics, il ne peut pas ne pas démolir le droit du travail, il ne peut pas donner, arrêter de soutenir les États-Unis d'Amérique, par exemple, face au conflit vis-à-vis de la Russie. Il ne peut pas avoir une diplomatie indépendante et souveraine, etc., parce que tout ceci lui est appliqué. Et je terminerai ce propos en disant que j'invite les auditeurs à y réfléchir en conscience. Ce qui est là avec Macron, on a l'impression désormais que... Vous savez que Macron n'a pas été élu démocratiquement, il a en fait été promu médiatiquement, c'est pas la même chose. Il a été élu médiatiquement à l'issue d'une campagne de promotion absolument extravagante. Moi, j'ai eu droit à 1% du temps de parole. Et quand j'arrivais dans les médias, on me présentait comme un mélange de Barbe Bleue et de Marc Dutroux, le type épouvantable, complotiste, conspirationniste, alors que Macron était paré de toutes les vertus, et lui, il a eu 25% du temps de parole, etc., etc. Mais vous voyez bien qu'on a des espèces de présidents jetables maintenant, à usage unique. On a eu Sarkozy à usage unique, Hollande à usage unique, voilà. Maintenant, Macron à usage unique, parce que il est obligé de faire une politique qui n'est pas celle voulue par les Français. On n'a jamais demandé aux Français si vous voulez privatiser la Poste. On leur a jamais demandé. Vous savez ce qui nous attend maintenant, ce qui nous pend au nez, c'est bientôt la privatisation des routes nationales. On est en train de revenir aux octrois d'anciens régimes. Oui, peut-être bientôt des péages sur les routes nationales. Voilà. Ouais. Eh bien, ça veut dire, si vous voulez, qu'ils sont contraints de mener une politique qui est contraire à ce que veulent les Français. Donc, dans 3 ans, Macron sera éjecté. Et ce qui serait très très grave, c'est que les Français continuent ce cycle infernal et qu'ils élisent un nouveau président de la République qui, quelle que soit la couleur affichée, voudrait rester dans l'Union européenne. Et alors, on va rentrer dans le détail. Philippe, vous pourrez poser vos questions à ce moment-là. Mais j'aimerais déjà, dans un premier temps, vous poser une question finalement là
position d'un certain nombre d'adversaires politiques que vous pourriez avoir, qui d'ailleurs seraient tout à fait d'accord avec à peu près tout ce que vous venez de dire concernant Emmanuel Macron, mais qui disent mais finalement l'Europe elle a bon dos, c'est une certaine classe politique qui a décidé de prendre un certain nombre de décisions de ce type. On n'est pas obligé, il y a peut-être des contraintes au sein de l'Union européenne, mais on peut faire avec. Alors par exemple, Bellamy, on voit bien que chez les Républicains, je suis persuadé qu'une partie de votre discours, ils le reprendrait à leur compte. Mais par contre, pour eux, on peut parfaitement rester dans le cadre de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je réponds qu'ils mentent. Vous savez, M. Bellamy, là, il est chez les Républicains. Il ne faut pas regarder une tête de liste uniquement avec la liste avec uniquement la tête. Il faut regarder qu'est-ce qu'il y a avec lui. Regardez le numéro 3, par exemple. Et puis regardez où est-ce que ce parti va aller. Il va aller au PPE, au Parti populaire européen, quand il sera à l'Assemblée parlementaire, enfin au Parlement européen de Bruxelles ou Strasbourg. Il n'y a pas plus fédéraliste. Vous savez, face aux choses compliquées, comme disait De Gaulle, vous vous rappelez, dans les mémoires de guerre, il disait, face à l'Orient compliqué, je partais avec des idées simples. Il faut avoir des idées simples. Le Parlement européen, d'abord, je vais dire ici ce qui est la vérité, quitte à surprendre. La vérité, c'est que ces élections n'ont pas une très grande importance parce que le Parlement européen ne sert pas à grand-chose. Giscard d'Estaing lui-même l'a dit le 18 octobre dernier. Le Parlement européen est un parlement croupion qui est là pour faire joli, pour faire croire que la construction européenne serait une démocratie alors que c'est en fait une dictature déguisée. Et donc ce Parlement ne vote pas, par exemple, ce qui est l'essence d'un Parlement, ne vote pas les recettes de l'institution. Le budget européen est fixé par les États. Ce Parlement a le droit simplement d'avaliser ou pas la Commission européenne. Ce Parlement n'a aucune possibilité d'avoir une initiative de quelque nature que ce soit en matière de directive. Il n'y a pas l'équivalent des propositions de loi à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je me rappelle au passage que la Commission européenne a le monopole de toutes les mesures, de toutes les idées. Un chef d'État, par exemple, ne peut pas proposer lui-même un projet de directive. C'est uniquement la Commission européenne qui a ce monopole. Et le Parlement européen, dans le meilleur des cas, a ce que l'on appelle un pouvoir de codécision, c'est-à-dire il doit voter, et puis s'il n'est pas d'accord avec la Commission européenne, à ce moment-là, on demande au chef d'État et de gouvernement de trancher. Dans certains cas, la Commission européenne l'emporte de toute façon. Et de toute façon, en règle très générale, c'est la Commission européenne qui l'emporte. Donc ce Parlement européen n'a pas une très grande importance. Ce qui est absolument sûr et certain également, c'est qu'il ne peut pas modifier les traités. Absolument impossible. Puisque les traités se modifient par les chefs d'État et de gouvernement. Un traité se modifie en vertu de l'article 48. Les traités européens se modifient à l'unanimité des États membres. Il y a actuellement 28 États membres. Donc pour modifier les traités, c'est-à-dire modifier ce que vous dites, changer d'Europe, parce que c'est toujours l'argument, on va changer d'Europe, c'est un beau projet, mais il est mal appliqué, on va donc le changer. Donc là, vous répondez par exemple au Rassemblement National, à Marine Le Pen, qui pense qu'on peut changer d'Europe et qu'on peut rester dans l'Europe. Vous savez, ils me font penser, Madame Le Pen me fait penser, si j'ose dire, au communisme de jadis, qui disait, bon, le socialisme, ça ne marche pas, il faut plus de socialisme, il faut changer le socialisme, ça a été mal appliqué. Ça fait maintenant des décennies qu'on nous explique qu'il faut changer d'Europe. J'explique par exemple que pour les premières élections au suffrage universel du Parlement européen en 1979, le Parti socialiste avait comme slogan « Changer l'Europe ». Rester au pays, changer l'Europe. C'était pour les agriculteurs. Et puis, en 2009, 30 ans après, le Parti socialiste avait comme slogan « Changer l'Europe.fr ». 30 ans après, il y avait simplement Internet qui était arrivé. Je crois même que je dois même avoir ça. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Les photocopies de ces affiches. Et puis maintenant, que dit le Parti socialiste? Changer d'Europe. Mais qu'est-ce que dit Madame Le Pen? Il faut changer d'Europe. Monsieur Mélenchon changer d'Europe. Monsieur Bellamy veut changer d'Europe. Ils veulent tous changer d'Europe. Et d'ailleurs, soit dit en passant, chacun la sienne. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas d'accord pour se mettre d'accord en France. Mais, comme je reviens tout à l'heure, à ce que je disais tout à l'heure, pour changer les traités, il faut donc l'unanimité des États membres. C'est-à-dire, soyons très précis, 28 gouvernements qui doivent tomber d'accord. Et après, il faut les 28 ratifications. Par exemple, Maastricht, il y avait eu la signature, après il a fallu ratifier. Pareil pour le traité de Lisbonne. Donc ça veut dire qu'il faut 56 accords pour changer les traités. Et ce que proposent en fait les changeurs d'Europe, si j'ose dire, en France, ils proposent tous, peu ou prou, de changer l'Europe dans un sens qui va dans le sens de la France, bien sûr, évidemment. Mais ils ne répondent jamais à une question préalable. Et moi, je m'adresse à l'intelligence des gens.
je m'adresse ici à l'intelligence des gens qui écoutent Radio Courtoisie, qui est une radio un peu dissidente. Donc les auditeurs de Radio Courtoisie sont des gens qui souvent ont plus d'esprit critique qu'ailleurs. Absolument. Alors je m'adresse à eux. Avant de changer d'Europe, vous devriez vous poser la question, mais pourquoi l'Europe est-elle comme elle est ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels sont les phénomènes qui se sont déroulés pour en arriver à la situation actuelle ? Première question. Et deuxième question, qu'est-ce qui vous assure que ces phénomènes ne se reproduiraient pas à l'identique si on voulait tout changer ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la construction européenne c'est une idéologie qui veut, comme la construction du socialisme avec laquelle elle a certains points communs, il s'agit de bâtir une utopie sur Terre. La construction européenne veut, contre vents et marées, faire naître une entité dont on ne sait d'ailleurs pas très bien ce que c'est, comme la construction du socialisme. Vous savez, en 1930 ou 1933, la Pravda avait dit qu'on atteindrait le stade du communisme en 1950. En 1956, les soviétiques ont dit à Khrouchtchev, moi alors on n'y est pas. Donc Khrouchtchev a dit non, ça sera en 1980. Et puis en 1983, les soviétiques avaient dit mais alors quand est-ce que ça va venir ? Et à ce moment-là, Andropov avait dit oh là là, ce sont des phénomènes complexes. Bon. C'est-à-dire qu'ils avaient reporté, vous savez, c'est un peu comme le climat. Oui, c'était les jours, l'horizon, les horizons glorieux du communisme. Et l'horizon a une particularité, c'est que plus vous allez vers l'horizon, et plus il s'éloigne de vous. Eh bien, la construction européenne, c'est la même chose. On ne sait pas ce que l'on veut. Quand est-ce qu'on dira aux Français et aux Européens c'est terminé, le truc est fait, on peut entrer dans la maison. Ça fait maintenant 62 ans depuis le traité de Rome que l'on construit ce que finalement on ne sait pas très bien. Et alors, depuis 62 ans, il s'est passé quoi ? Eh bien, il s'est passé qu'il y a eu des ministres plénipotentiaires, des négociateurs, d'abord de 6 États, l'Europe des 6, puis 9 à partir de 73 lorsque se sont agglomérés le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark, puis 10 à partir de 1981 lorsque la Grèce est entrée, puis 12 en 86 avec l'entrée de l'Espagne et du Portugal, puis 15 en 95 avec l'entrée de la Finlande, de l'Autriche et de la Suède, puis on est passé de 15 à 25 avec l'entrée des 10 pays de l'Est et de la Méditerranée en 2005, et puis à 27 avec l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie en 2007, et puis 28 avec l'entrée de la Croatie en 2013, en attendant la suite, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, il y a même des pays comme la Géorgie ou l'Azerbaïdjan qui voudraient y entrer, etc., etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, tout au long des années, quand on agglomère des États dont les intérêts nationaux sont divergents et souvent opposés. Ils n'ont pas la même langue, ils n'ont pas la même religion, ils n'ont pas les mêmes traditions politiques, les mêmes traditions syndicales, ils n'ont pas le même tissu économique, ils n'ont pas le même type d'agriculture, ils n'ont pas les mêmes contraintes géographiques, la même géopolitique, ils n'ont pas la même anthropologie sociale, comme dirait Emmanuel Todd. Eh bien, on met tous ces États et on les force à s'entendre. Eh bien, comme on les force à s'entendre, il faut céder. Chaque État doit céder. Or, la France est minorisée, et désormais, depuis l'élargissement à l'Est, elle est totalement minorisée, dans toute une série de points qui nous sont chers à nous collectivement. Vous savez, les Français, c'est un peuple anthropologiquement égalitariste, c'est un peuple qui a besoin d'un État fort et puissant qui assure la justice sociale. Ça remonte pas à la Libération, ça remonte à Saint-Louis sous son chêne. Donc les Français conçoivent les Français conçoivent le chef d'État comme quelqu'un de très important. Et en ce moment, beaucoup de Français ont mal à la France parce qu'ils ont bien compris que Macron, c'est une marionnette, c'est zéro. C'est pareil, c'est à peu près pareil pour Hollande. Les Français, ils ont besoin d'un chef d'État qui soit un vrai chef d'État, qui ait un peu un côté bon père de famille, qui sache prendre des décisions. Si Macron... Vous auriez été d'accord avec Henri Guénaud qui parlait du retour de l'autorité de l'État et de sa nécessité. Mais ce qu'il fallait faire, moi, si j'avais été à la place de Macron... mais d'abord, il n'y aurait pas eu les gilets jaunes, je peux vous dire, parce que j'aurais mené une politique en faveur de ce que veulent les Français. Mais ce qu'aurait dû faire un chef d'État, il aurait dû prendre la parole, ça aurait dû durer 6 minutes 30. Il aurait dû j'ai décidé ça et ça, vive la République, vive la France. Là, quand il est entré en fonction, on nous avait expliqué, vous savez,
Moi, je trouve qu'on voit plus souvent Macron à la télévision française que Kim Jong-un à la télévision nord-coréenne. Bon. Il y a une dérive actuelle. On ne voit que ça. On ne sait même pas d'ailleurs si c'est comptabilisé. Enfin, on est sûr que c'est pas comptabilisé dans les. Non, le CSA a clairement dit on ne comptera pas la parole présidentielle. Rappelez-vous, quand il avait pris ses fonctions, il y avait eu toute une propagande incroyable où on avait dit c'est Jupiter qui est arrivé à l'Élysée. Enfin, c'est incroyable. On disait, voilà, c'est Jupiter, c'est le maître du temps, le maître des horloges. Paraît-il que sa parole allait être rare, et puis que tous les 3 mois, on allait avoir d'un seul coup une espèce de coup de tonnerre, et puis des décisions, et tout le monde serait frappé. C'est comme ça que ça nous avait été présenté, j'ai pas rêvé. C'était, oui, dans l'ensemble des médias, même à l'étranger, dans l'ensemble du monde occidental. Résultat des courses, on a une espèce de diarrhée verbale absolument continuelle de quelqu'un. Regardez son truc, là. Son truc, au bout de 50 minutes, il avait toujours rien dit. En plus, moi, je parle quand même souvent en public. Je me rends compte que il faut utiliser des mots simples pour que les gens comprennent. Lui, en plus de ça, il utilise des mots emberlificotés, empoulés, pédants, prétentieux. Les gens comprennent pas ce que ça veut dire. En fait, il noie le poisson et ça se voit. Et ça se voit de plus en plus. Mais pourquoi il noie le poisson ? C'est parce que de toute façon, il sait intérieurement qu'il ne peut pas répondre à la demande. Il prétend être une démocratie, mais il ne peut pas avoir un référendum d'initiative citoyenne, comme il y a par exemple en Suisse, mais la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Voilà. On va avoir dans 2-3 minutes le professeur Olivier Tour-d'Affont, on va essayer de le joindre. Je pense que on est là sur cette partie où vous êtes indéniablement le plus convaincant. On pourrait poser la question de la sortie de l'euro. Je crois que Philippe a une question qu'il pourra poser à un moment donné. Je voulais quand même revenir à quelque chose qui, sur le coup, a dû vous faire grand plaisir. Un petit peu comme ceux qui, en 2005, avaient bien entendu, c'était non à la Constitution européenne. Et puis, on a bien vu ce qu'il en est arrivé 2 ans après. Alors ça, j'avoue que j'en ai pas trop parlé avec Henri Guénaud de la forfaiture de 2007. Mais bon... en espérant qu'il ne se reproduise pas la même chose avec le Brexit. Je vous suis assez souvent, entre autres sur Internet, et je savais que vous aviez fort prévu d'aller à Londres pour fêter la sortie. Et puis, vous voyez, alors je dirais pas que la fête est reportée à une date, comme disait Muret, antérieure et non postérieure. Mais est-ce que ça fait pas réfléchir ? Mais qui va d'ailleurs dans votre sens, quand vous dites quand on est dans l'Union européenne, c'est très difficile d'en sortir. La preuve, le Brexit qui tarde, même en Angleterre. Ce qui est difficile, ça n'est pas de sortir de l'Union européenne. Parce que le 29 mars dernier, tout était prévu pour que nous, on avait organisé une grande fête à Londres. On a d'ailleurs eu 650 Français qui ont fait le voyage. Ça a été le plus grand rassemblement de Français pour une raison politique à Londres depuis 1940. On en était contents. Et on a eu, mais c'est vrai, et on a eu des ministres conservateurs, des anciens ministres conservateurs, notamment Lord Hamilton, ancien ministre conservateur, je crois, de Margaret Thatcher, qui était pro-Brexit, qui nous a fait l'honneur de venir à notre réunion, ministre en charge également des actions stratégiques de je ne sais plus quel gouvernement conservateur. On a eu une ancienne ministre des Sports au gouvernement travailliste qui était pro-Brexit. On a eu des syndicalistes pro-Brexit. On a eu le leader à l'intérieur du Labour, du Parti travailliste, en faveur du Brexit. Donc on avait quelque chose de transpartisan qui sont venus nous expliquer ce qui se passait. En réalité... Et ils nous ont bien mis en garde que, en fait, ils ont été trop fair-play, trop british, si l'on peut dire. Tout était prévu pour sortir le 29 mars. Ça n'a pas été fait. Pourquoi ? Parce que il y a 52% des Britanniques qui ont voté pour le Brexit. Un Brexit qui était sans ambiguïté. Il s'agissait de sortir de l'Union européenne, mais il s'agissait de sortir notamment de l'Union monétaire et du marché commun. Ça avait été expressément voulu par les Britanniques. Et puis, ce qui est difficile, c'est d'obtenir que les européistes respectent le suffrage universel. Parce qu'il y a eu 52% des Britanniques qui ont voté pour Brexit. Il y a eu l'équivalent, je crois, de 2/3 des circonscriptions législatives qui ont voté pour le Brexit. Le problème, ça n'est pas de sortir de l'UE. Le problème, c'est qu'on respecte la volonté populaire. Et moi, je rappelle que l'Union européenne, c'est quand même un endroit où systématiquement les référendums sont bafoués. Je rappelle que, par exemple, il y a eu le référendum, et vous le rappeliez, en 2005 en France, sur la Constitution européenne. 55% des Français ont voté contre la Constitution européenne.
Les européistes ont fait le gros dos pendant 2 ans et demi, et puis au bout de 2 ans et demi, eh bien, Sarkozy a fait ratifier dans le dos des Français par les parlementaires, par la voie du Congrès à Versailles, a fait ratifier la Constitution européenne. Et là, c'est un peu la même chose qui est en train de se produire, en fait, au Royaume-Uni. C'est-à-dire que c'était il y a 2 ans et 9 mois. Les européistes ont fait le gros dos et on est en train, en ce moment, d'essayer de faire que le Brexit se perde dans les sables. C'est ça qui est en train de se passer. Alors moi, je ne sais pas où on va. Moi, je signale ici aux auditeurs que le Royaume-Uni, il faut bien connaître l'histoire du Royaume-Uni, c'est un pays où il y a eu des guerres civiles. C'est un pays où le peuple a été très souvent à l'origine des grandes évolutions sociétales en Europe occidentale, en matière de liberté publique. En 1215, c'est la Magna Carta, c'est-à-dire que le roi, pour la première fois dans l'histoire du monde et de l'Occident, est obligé d'accorder des concessions à ses vassaux. Les seigneurs arrivent à brider par un texte, la Magna Carta, la Grande Charte de 1215, le pouvoir du roi. Ensuite, un des épisodes qui est peu connu en France, c'est en 1642, à peu près au moment de la mort de Louis XIII, vous avez la Grande Remontrance. C'est quoi? C'est que vous avez le roi, je crois que c'est Charles Ier, qui est un papiste, qui est favorable donc au pouvoir de l'Église, du Saint-Siège. Or, les Britanniques, c'est un peuple insulaire, ils refusent la mainmise du continent sur eux, et la Grande Remontrance va être le début on va progressivement retirer au roi son pouvoir jusqu'à la situation actuelle. Vous savez où la reine d'Angleterre règne mais ne gouverne pas. Et moi, ce qui m'a frappé en allant au Royaume-Uni, c'est que les Brexiters sont dans un état de colère absolument noir. Et moi, je ne sais pas où on va. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils n'osent pas faire un second référendum, ce qu'ils ont tendance à faire en permanence. Hein. Le Danemark, par exemple, est un cas typique. Le Danemark, l'Irlande, vous n'êtes pas content, absolument. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, dans 2 ans ou dans 5 ans, vous serez d'accord. Là, on sent quand même, d'ailleurs, je pense qu'un parti qui vous ressemble, le parti de Nigel Farage, qui lui-même a été vilipendé, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit sur Nigel Farage, a gagné, et d'ailleurs, a été en effet, comme vous le dites, là, je crois que c'est autorisé, on peut employer cet anglicisme, c'est pas un anglicisme d'ailleurs, fair play. Il a quitté, hein, on croirait Cincinnatus, Nigel Farage. Hein, il a gagné, il retourne, non lui à cultiver son champ, mais pas loin. Et puis il revient, il est obligé de revenir. Ça, c'est quand même pas un excellent signe d'ailleurs qu'il revienne. Ça veut dire que vous avez vu que les résultats des sondages sont assez extraordinaires, parce qu'il va peut-être détruire le bipartisme anglais qui prévaut depuis le XVIIIe siècle. Et on est face à des événements qui sont très importants au Royaume-Uni. Moi, j'ai trouvé que les esprits étaient extrêmement échauffés, parce que les Britanniques ne sont pas les Français, et les Britanniques ne vont pas se laisser faire comme les Français en 2007. Bon, il est vrai que le référendum en 2005 avait été un peu différent, puisque nous, c'était accepter la Constitution européenne ou pas, alors que là, il s'agissait d'un acte positif qui était de savoir s'il fallait ou non sortir de l'Union européenne. Mais effectivement, le problème, c'est un vrai problème de démocratie. Et vous avez raison de rappeler, il y a une litanie de référendums. Il y en a que l'on a oublié. La France, en 2005, on en a parlé. 3 jours après, les Pays-Bas ont voté non. Ils l'ont eu quand même, comme les Français. Après ça, vous avez eu, au moment de la crise en Grèce, vous vous rappelez, Papandréou avait fait un référendum sur l'accord entre l'Union européenne, enfin la Troïka et la Grèce, vous savez, pour mettre en œuvre ce programme, en fait, qui a pillé le patrimoine national des Grecs, qui a détruit les retraites. La situation en Grèce est pire qu'avant maintenant. Hein, personne n'en parle. Mais les Grecs avaient voté non au plan entre la Grèce et la Troïka. Qu'est-ce qu'ont fait les Européistes ? Ils ont fait partir Papandréou et ils ont appliqué quand même ce que les Grecs avaient refusé. Les Néerlandais, c'était en 2016, il y a eu un référendum sur l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine. Le peuple néerlandais a voté non, et donc ça bloquait l'accord, et on l'a eu quand même. Ils ont dit, non, on n'en tient pas compte. Et Bernard-Henri Lévy, qui est dans la lignée de ce mouvement, il a dit cette chose énorme, et ce qui est le plus énorme, c'est que finalement peu de gens y réagi, même presque personne. Vous avez vu que Bernard-Henri Lévy, moi je me méfie toujours de ce qu'il dit, non pas parce que j'y porte du crédit, mais parce que c'est souvent annonciateur de ce que pense l'oligarchie. Il a dit, il va falloir de plus en plus ne plus tenir compte de certains votes. Oui, c'est ça la démocratie. Voilà. Donc on est dans une situation qui est extrêmement grave. Et vous voyez bien que la crise des Gilets jaunes a un rapport fondamental avec ça. Parce qu'avant même que ce soit
même si c'est vrai qu'il y a une baisse du niveau de vie et du pouvoir d'achat chez les catégories les plus fragiles de la population, ça c'est incontestable. Il suffit de voir le développement, par exemple, des SDF un peu partout. En revanche, il y a un phénomène qui surplombe tout le reste, c'est ce sentiment que de plus en plus de Français ont, et qu'ils soient de droite, de gauche, c'est qu'en fait, il n'y a plus de démocratie. On vote à droite, on vote à gauche. On a une politique qui n'est ni de droite ni de gauche, qui est une politique qui n'a jamais été proposée à personne, parce qu'on n'a jamais proposé à personne de privatiser EDF, de privatiser la Française des Jeux, ce qui est une hérésie. Ça a été créé par François Ier, la première loterie nationale. Ça ne fait que rapporter de l'argent à l'État. Vendre ça à des mains privées, c'est une hérésie absolue. Bon, et bien ça, les Français, dans leur profondeur, sont en train de comprendre qu'on est en dictature. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur l'importance de ce vote des européennes. Tout à l'heure, je disais que le Parlement n'avait pas grand pouvoir, mais c'est vrai. Mais en revanche, si les Français ont la sagacité de voter massivement pour notre mouvement politique, qui est vraiment très différent de tous les autres, ça sera une formidable paire de claques administrée à l'oligarchie. Ça sera un formidable signal qui dira on est en train d'envoyer à Bruxelles des parlementaires qui vont développer des idées comme les Britanniques avaient envoyé à Bruxelles Nigel Farage pour le Brexit. Et on va envoyer des gens qui vont commencer à dénoncer les dérives dictatoriales de la construction européenne. Merci François Asselineau. Vous pouvez, autour de cette table, mettre vos écouteurs. Nous avons, je crois, c'est ce que me dit Adrien, le professeur Olivier Tournafont qui doit être quelque part sur la rocade. Alors, vous m'entendez je suis avec vous. Et vous êtes là. Et vous entendez. Voilà, est-ce que vous Nicolas, je suis à Nice. Je suis à Nice et je vois la mer de ma fenêtre. Ah, vous êtes à Nice, donc vous n'êtes pas encore parti pour Monte Carlo. Voilà, c'est pas que je voulais pas venir à votre émission, c'est que j'ai une conférence demain matin, donc ça aurait été très compliqué de venir dans votre Demain matin, non, plutôt lundi matin. Non, c'est demain matin. Ah, demain, dimanche. Demain matin, oui. Bon. Très bien. Politique d'ailleurs. Alors j'ai écouté Monsieur Asselineau. Alors oui, vous avez votre application. Vous avez une application. Vous avez une application sur votre téléphone portable qui vous permet d'écouter. Vous l'avez écouté sur Internet. Non, j'ai rien pu écouter du tout. Alors, vous auriez pu pourtant. Il y a des beuglants qui vociféraient dans la rue. Mettez l'application de Radio Courtoisie. Vous avez bien un téléphone portable intelligent. Non, moi j'ai un téléphone portable qui fait que je peux téléphoner. Vous n'avez pas vous avez ce qu'on appelle un idiophone, vous n'avez pas un smartphone. D'accord. Non, rien de ça, j'ai un téléphone qui téléphone. Bon, alors, professeur Olivier Tournafont, je sais que vous avez étudié très attentivement et en effet, vous deviez être avec moi pour recevoir François Asselineau ce soir. Tant pis, c'est partie remise probablement. Oui, mais moi je voudrais préciser à M. Asselineau que nous avons été très contents de le retrouver à Paris 12, très intéressés. Non, Paris 12, vous êtes professeur d'université à Paris 12 pour les auditeurs. Oui. Et qu'il est bien sûr le bienvenu s'il veut organiser un autre débat plus approfondi, avec plaisir, même si nous ne partagerons pas forcément toutes ses vues, mais c'est là tout l'intérêt justement du débat et de la... D'accord. Vous ne partagez pas toutes ces vues, en tout cas vous en partagez beaucoup, oui, en particulier sur le Brexit, l'analyse du Frexit. Écoutez, vous y êtes favorable? Je vais vous dire une chose, c'est que je vais peut-être choquer M. Asselineau, mais en bon royaliste et maurassien, pour moi, c'est l'empirisme organisateur. Donc, j'ai pas d'idéologie, je juge sur pièce, et je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Alors, c'est pour ça que j'ai quelques questions à poser à M. Asselineau. Alors voilà, vous allez poser des questions. Je suis obligé de vous quitter vers 20h45. Oh là là, on sera plus ensemble à 20h45, vous savez. C'est poser vos questions et il faut que je me déplace, qui pas c'est si simple. Alors, j'ai étudié un petit peu le programme de M. Asselineau, qui est intéressant, de l'UPR, donc, et il y a beaucoup de choses que je partage, hein, même si je n'ai pas forcément la vision républicaine qui est la sienne. On l'avait compris, professeur. Alors, simplement, mais moi, je suis un républicain. Et là, on est dans une émission où la République y a toute sa place. J'aime bien aller chez vous, néanmoins. Si c'est la Respublica, il n'y a aucun problème. Ah oui, bien sûr. Il y a une question que j'aimerais quand même lui poser. J'ai été assez étonné dans son programme de ne rien trouver sur l'immigration.
absolument rien, ou est-ce que c'est moi qui ai mal vu, qui ai mal cherché? La question des flux migratoires est une question absolument capitale aujourd'hui, qui conditionne d'ailleurs la survie de l'Europe comme société et comme civilisation. Et quelle est alors la position du l'UPR, de M. Asselineau, sur cette question extrêmement grave qui touche absolument tous les États européens, mais la France au premier chef? François Asselineau. Alors, nous vous écoutons. Alors, c'est une question que je comprends que l'on me pose, puisqu'on me l'a souvent posée. Elle n'a pas. D'abord, je me permettrai, avec beaucoup de courtoisie, j'en profite pour remercier pour l'accueil que j'ai eu effectivement l'autre jour à Paris 12, où on en a pu débattre avec des étudiants. Je voudrais quand même faire remarquer que notre interlocuteur n'a pas parfaitement regardé notre site. Sur les questions d'immigration, nous disons quoi? Nous disons que le sujet migratoire est un sujet extrêmement compliqué. Ça, je crois que tout le monde peut être d'accord là-dessus. Deuxièmement, que depuis le traité d'Amsterdam de 1997, qui a été ratifié en 1999, les questions migratoires ont été transférées à la Commission européenne. C'est-à-dire, et on le voit bien d'ailleurs, on voit bien qu'en matière migratoire, la France est obligée de négocier avec la Hongrie, l'Estonie. Enfin, c'est absurde, c'est complètement délirant. Ce sont, pour être très précis auprès de vos auditeurs, les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce que nous disons donc, nous, c'est de dire que actuellement, se diviser les Français sur la question migratoire, c'est s'empêcher de faire apparaître ce noyau de 55% des Français qui ont voté non à la Constitution européenne et qui sont ceux qui peuvent voter pour le Frexit. C'est-à-dire que je supplie presque les Français d'avoir cette intelligence politique, ce discernement, d'avoir une hiérarchie de priorités. C'est-à-dire qu'à l'UPR, nous avons des gens qui viennent de tous les horizons, nous avons des gens qui sont très anti-immigration et d'autres qui sont pro-immigration, et nous avons des gens qui se disent dans tous les cas de figure, c'est à la France de décider. Or, actuellement, ça n'est plus à la France de décider. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Donc, si vous voulez... ça serait finalement, c'est une question préalable, comme on dit en droit. Mais oui, si vous voulez... C'est préalable, parce que finalement, on tourne dans le vide, puisque on n'a pas la compétence pour régler le problème. C'est exactement ça. J'ajoute par ailleurs que les problèmes migratoires, il faut les relier à une géopolitique particulière. Les problèmes des migrants qu'il y a en Méditerranée, ils ne sortent pas de nulle part. Si la France et l'Angleterre n'avaient pas démoli le régime de Kadhafi, il y a eu 70% des Libyens qui ont fui. Ça a déstabilisé le Machrek, ça a déstabilisé le Mali. S'il n'y avait pas eu les attaques des États-Unis contre le régime de Saddam Hussein, puis contre la Syrie, nous n'aurions pas ces vagues de migrants. Je me permets de signaler que nous sommes les alliés dans l'OTAN des États-Unis, et accessoirement, par l'intermédiaire de l'OTAN et de la communauté euro-atlantiste d'Israël, nous sommes donc comment dirais-je, nous avons participé, ne serait-ce que par notre silence. La dernière fois que ça ne s'est pas passé, c'est lorsque Chirac et Dominique de Villepin ont refusé de se joindre à la guerre contre l'Irak de Saddam Hussein. Nous avons participé à des coalitions où nous soutenons un camp qui s'est ingénié à démolir les régimes laïques du monde arabe. Voilà. Ça, j'ai envie de dire, François Asselineau, j'ai envie de dire, ça c'est fait. Comment on fait maintenant? Alors, maintenant, ce que je pense, c'est que, s'agissant de l'immigration, nous, dans notre programme, il y a deux choses. J'ai été l'un de ceux, il me semble, qui a été le plus en pointe pour dénoncer la signature du pacte de Marrakech par Macron, qui est un véritable scandale, puisque il a même la représentation nationale présumée, c'est-à-dire les parlementaires, même eux n'ont pas été avertis, et que nous avons un pacte. Quand j'ai fait deux vidéos, il y a une vidéo où on en est à 520 000 vues, excusez du peu, et l'autre on en est à, je sais plus de quoi, 280 000 vues, parce que j'ai fait une vidéo qui est 1h20 où j'ai décortiqué article par article. Ce texte est un texte qui ne devrait pas avoir été ratifié. D'ailleurs, des États comme il y a 18 États dans le monde qui ont refusé de le ratifier, les États-Unis d'Amérique, la Pologne, la Hongrie, le Chili, Israël, ont refusé de le ratifier. Donc moi je dis dans notre programme par exemple, la première chose que nous faisons nous, si nous arrivons au pouvoir, on soumet ce pacte de Marrakech au référendum des Français. Est-ce que oui ou non ils sont d'accord? Deuxièmement, moi ce que je voudrais, c'est qu'on ait un grand débat
sur les questions migratoires en France, assorti à la fin de toute une série de questions où on demande pour la première fois aux Français ce qu'ils veulent. Et une fois que les Français se seront prononcés, on peut quand même espérer que ça sera quand même un peu sacralisé, leur décision. Est-ce que oui ou non, ils veulent rester dans Schengen? Est-ce que oui ou non, ils veulent avoir une modification des rapports Nord-Sud? Moi, je voudrais quand même dire sur ces questions migratoires que on ne quitte jamais son pays par plaisir. S'il y a des gens qui quittent les pays du Sahel, par exemple, et pour venir en France, c'est parce que, comme chantait France Gall, le désert avance. C'est parce que il n'y a pas les investissements nécessaires. Heureusement, certains pays se développent. Le Sénégal, en ce moment, a une croissance de 8% par an. C'est insuffisant. Et donc, ces populations-là, on devrait faire en sorte de les maintenir dans leur pays d'origine. C'est ce qu'elles souhaiteraient, d'ailleurs. Mais ça veut dire favoriser le développement. Actuellement, on a un développement qui va dans le sens inverse. Je me rappelle au début des années 70, il y avait dans le cadre européen, il y avait dans le cadre du marché commun, il y avait ce qu'on appelait les accords avec les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui consistaient à donner une préférence, par exemple, aux productions textiles venues des pays d'Afrique ou des Caraïbes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait assisté au début d'une création d'une industrie textile au Maroc, en Tunisie. On voyait d'ailleurs dans les supermarchés en France des chemises made in Morocco, made in Tunisia. Tout ceci a été en fait détruit par l'arrivée des textiles chinois, qui a été décidée par la Commission européenne. Vous savez qu'on a supprimé les quotas textiles, et désormais les pays du Maghreb ne sont plus compétitifs face à la Chine. Donc on n'a jamais, dans les mesures qui sont prises au niveau européen, de décisions qui visent à essayer de développer les pays du Sud. Même aujourd'hui, par l'intermédiaire des fonds européens, nous donnons collectivement, vous savez que la France donne beaucoup plus d'argent aux pays, à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Ça, c'est également un point très, 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 très important que les auditeurs doivent avoir à l'esprit. C'est que la France, quand on dit les Français reçoivent des subventions européennes, les agriculteurs, non. C'est une partie de l'argent qu'on a versé qui nous revient avec le drapeau bleu aux étoiles d'or. Mais la France, elle donne 9 à 10 milliards d'euros de plus qu'elle ne reçoit. Eh bien, cet argent sert à financer la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, l'Estonie, la Lituanie. On donne 80 à 100 fois plus d'argent à chaque Estonien, à chaque Letton, qu'à chaque Malien ou qu'à chaque Sénégalais. Moi, je pense qu'il faudrait, si on veut limiter les phénomènes migratoires, il faut aussi développer les pays du Sud afin de maintenir leur population. Ce qui n'exclut pas par ailleurs d'avoir, bien entendu, une politique de frontières nationale. Et moi, je suis toujours un peu sidéré. Alors ça, on mettra ça au référendum des Français, mais je suis toujours un peu sidéré de voir les gens qui disent, vous vous rendez compte, vous voulez rétablir les frontières, mais les frontières, c'est le lot commun, même en France. Les pays de Schengen ne représentent qu'une toute petite partie des 193 pays du monde, et tout le monde trouve tout naturel de présenter des papiers d'identité lorsque l'on va aujourd'hui même à Londres, ou bien à New York, ou bien à Moscou, à Tokyo, ou même à Marrakech. Donc en fait, il faut aussi sortir de cette affaire. D'ailleurs, on a un concept de frontière à géométrie variable. Je voyais l'autre jour au débat, vous savez, sur France 2, où j'étais invité, là, où il y avait cette pauvre Madame Loiseau qui expliquait les bienfaits de la construction européenne en exhibant un petit bocal de piment d'Espelette. Elle avait l'air absolument grotesque. Il y avait monsieur Lagarde, là, de l'UDI, et monsieur Glucksmann du Parti Socialiste, qui avaient eu l'un et l'autre la même idée qui consistait à exhiber un morceau du mur de Berlin. Je failli leur demander si c'était un puzzle, si c'était le morceau, ils l'avaient coupé en deux. Mais en réalité, il disait plus de frontières. Et puis après, 30 minutes après, il disait il faut avoir des frontières avec les pays du Sud. Nous considérons qu'il n'y a aucune raison pour diaboliser le principe même des frontières, et que d'ailleurs la France a des frontières de tous azimuts avec la quasi-totalité des pays du monde en dehors de la zone Schengen. Alors, messieurs, il faudrait, excusez-moi, Olivier, il faudrait. Non, mais oui, mais là, mais à un moment donné, il faut peut-être que j'intervienne dans ce qui est mon émission. Donc, je tenais à vous dire que là, il va rester 5 minutes. Donc, je veux que vous parliez aussi de la dette. Donc, je tiens à vous le dire pour que vous n'ayez pas la même surprise que frère Thierry en première partie d'émission. Décidément, j'insiste. Il faut aller un peu vite. Est-ce que les questions pourraient être courtes et les réponses tout autant, messieurs, s'il vous plaît? Oui, moi je veux bien on avance. Allez-y. Des questions courtes. Allez-y. Alors je voulais demander à M. Asselineau quelle autre Europe il envisageait, mais ça va nous emmener trop loin, je pense. Et je pense. Non, mais il n'en veut pas du tout, il l'a dit. mais c'est moi, comme j'ai pas pu entendre le début de l'émission, excusez-moi. Oui, je vous en prie. C'est pour ça. Alors, sur la question
de la fiscalité et de la dette publique, Oui. J'ai pas trouvé non plus beaucoup de choses dans le programme, mais je n'ai regardé que de manière très superficielle. Quelle est la position de l'UPR et de M. Asselineau par rapport à la fiscalité française, qui est à la fois excessive et injuste et très mal répartie, une des plus lourdes d'ailleurs des pays de l'OCDE. Voilà, donc c'est une deuxième question importante, je pense qu'il faut poser. Je vais, alors, je vais répondre très rapidement. S'agissant de l'autre homme, nous n'en voulons pas. C'est-à-dire que nous disons qu'une fois que la France sera sortie de l'Union européenne, elle ne va pas être isolée. Elle restera membre de l'Organisation des Nations Unies et elle a 6686 traités qui lient la France au reste du monde. Des traités bilatéraux, des traités multilatéraux. Et nous, ce que nous proposons, c'est de sortir de 3 de ces 6686 traités. Et nous resterons au passage dans le Conseil de l'Europe et nous resterons bien sûr dans toutes les organisations onusiennes. Donc, si vous voulez, c'est comme si vous disiez aux Suisses, quelle autre Europe voulez-vous? Ils disent, mais non, la Suisse, très bien. Alors, s'agissant de la fiscalité, je vous répondrai un peu comme pour l'immigration. Vous savez, si un parti politique se prend un malin plaisir à dire dans tous les sujets ce qu'il veut faire, au fur et à mesure, on va finir par se retrouver seul dans une cabine téléphonique. Les questions que vous posez, et que je comprends parce que souvent elles nous sont posées, témoignent, excusez-moi d'être un petit peu trop franc, mais témoignent d'une mauvaise perception, je pense, de la gravité de la situation. Est-ce que quelqu'un se serait permis en 1941 de dire à De Gaulle, oui, mais alors, attendez, avant de rejoindre la France libre, qu'est-ce que vous pensez de la fiscalité du patrimoine? De Gaulle a dit, écoutez, excusez-moi, c'est pas le sujet. Actuellement, et je pèse mes mots, la France est en train d'être détruite. Et il y a un sujet absolument majeur que les gens ne voient pas, qui est la destruction de l'unité nationale qui est à l'œuvre. Moi, j'aimerais qu'on y consacre. Le patrimoine contribue très largement à détruire l'économie française et à faire fuir les capitaux. Ce que nous voulons, la France n'est pas dans la même situation qu'en 1941. Nous, ce que nous voulons, c'est quand même rétablir le contrôle des mouvements de capitaux, parce que de toute façon, si vous savez que la France perd quasiment une usine par jour ouvrable, que si la France est riche, ce n'est pas une donnée pour toujours, que si la France est riche, c'est parce que c'est un pays qui produisait beaucoup de valeur ajoutée, qui a eu un effort des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents pour développer tout un patrimoine, notamment productif, par l'accumulation de capital et de travail. Eh bien, avec la libre circulation des mouvements de capitaux qui découle directement d'un article précis du traité de Maastricht, la France, comme d'ailleurs la plupart des pays de l'OCDE, est en train de se saigner aux quatre veines. L'élection de Trump aux États-Unis participe justement de ce réveil des classes moyennes et des blue et des white collars aux États-Unis qui se rendent compte que l'industrie américaine est en train de foutre le camp, comme l'industrie française a fichu le camp, est en train de ficher le camp en Chine, en Asie du Sud, en Asie du Sud, et j'en parle vraiment en connaissance de cause. Donc ce que nous disons par exemple, c'est qu'il faut arrêter l'hémorragie. Arrêter l'hémorragie, ça veut dire arrêter la libre circulation des mouvements de capitaux, dont je signale au passage d'ailleurs qu'il n'y a qu'en fait une quarantaine de pays dans le monde sur 193 qui l'appliquent. Vous savez, actuellement, les Chinois ont racheté 120 châteaux dans le viticole dans le Bordelais, des centaines d'hectares dans la Beauce. Ils rachètent maintenant des forêts de chênes. Et puis, il n'y a pas que les Chinois. Il y a l'émir du Qatar a fait ses achats. Il a acheté le PSG. Il achète des hôtels particuliers à Paris. Il a acheté, je crois, le Negresco à Cannes, etc. On a affaire à ces investissements internationaux qui n'existaient pas sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, parce qu'à l'époque, il fallait des autorisations. Mais ce qui est le plus fort de Café, et que les gens devraient avoir à l'esprit, c'est que cette libre circulation des mouvements de capitaux, la France, dans le cadre de l'Europe, l'a mise en œuvre, mais les autres pays du monde ne l'ont pas mise en œuvre. C'est-à-dire que les Chinois peuvent, par exemple, acheter 120 châteaux dans le Bordelais, mais les Français, si vous gagnez au loto, vous ne pourrez pas acheter un jardin de thé chinois de très grande renommée, comme le Longjingcha, le thé du Puy du Dragon, près de la ville de Hangzhou. C'est-à-dire que c'est asymétrique. Et les pays du monde qui se développent le plus rapidement en ce moment, ce sont des pays qui, justement, n'ont pas accepté cette libre circulation des mouvements de capitaux, la Chine, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, et qui, eux, filtrent en fonction de leurs intérêts nationaux les investissements venant de l'étranger et les investissements à l'étranger qu'ils jugent nécessaires et profitables à l'économie nationale. Olivier Tournafont, vous voulez réagir ? Oui, non, mais je suis dans l'ensemble d'accord avec ce que dit M. Asselineau. Simplement, je ne pense pas du tout qu'il soit prématuré
ni contradictoire de combattre l'idée absurde de la fiscalité excessive du patrimoine, parce que justement, des impôts comme l'ISF aujourd'hui supprimés, remplacés par l'IFI, qui est d'ailleurs encore plus injuste, et les droits de succession excessivement élevés, voire confiscatoires, plus les plus-values immobilières, tout cela contribue justement au mouvement délétère que décrit très bien M. Asselineau, qui est d'appauvrir progressivement la classe moyenne française, celle qui a épargné pendant des générations et des générations, au profit d'investisseurs étrangers qui, eux, ne sont pas soumis à toutes ces contraintes, d'ailleurs en grande partie idéologiques. Je ferai remarquer à nos amis auditeurs que les Qataris sont exonérés d'une bonne partie de ces impôts sur le patrimoine, notamment les fameuses plus-values immobilières, qui nous taxent pendant 20 ans. Alors, ce que dit le professeur... Donc, effectivement, on est dans un mouvement qui consiste à appauvrir la classe moyenne française et à permettre à des étrangers de s'enrichir. Ça, ce que dit le professeur, c'est tout à fait exact. J'irai encore plus dans son sens, parce que la libre circulation des mouvements de capitaux, c'est aussi ce qui permet à des très très grandes entreprises, par des jeux d'écriture comptable ou des transferts de fonds, de faire apparaître des exercices en France négatifs ou avec une légère perte ou juste à l'équilibre, et donc de payer un impôt sur les sociétés de 0, et de faire en revanche apparaître des très gros excédents, par exemple au Luxembourg, où là, ils bénéficient, c'était d'ailleurs l'essence même du scandale LuxLeaks, ils bénéficient d'une fiscalité quasiment nulle sur leurs profits. Et donc, cette libre circulation des mouvements de capitaux a ce triple effet. D'abord, les délocalisations. Deuxièmement, les prises de contrôle en France par des intérêts financiers étrangers. Et troisièmement, l'évasion fiscale. Et ce que dit le professeur, je suis tout à fait d'accord, on est en train d'enrichir les plus riches, mais des plus riches des plus riches, c'est-à-dire des gens qui ont des dizaines et des centaines de milliards de dollars de fortune, les plus riches des plus riches, et effectivement, au détriment des classes moyennes françaises, notamment des classes moyennes françaises, et qui sont en train de constater que leur niveau de vie s'appauvrit. Et alors, pour ne pas parler des classes populaires, dont là, le niveau de vie est en train parfois de verser carrément dans la misère. Oui, tout à fait. Oui, finalement, non, mais nous sommes assez d'accord sur tous ces points. Et je pense qu'il faut insister sur la défense du patrimoine des Français, de leur identité, des efforts qu'ils ont faits pendant des siècles pour constituer la richesse de ce pays. Et en même temps, ça permettrait d'amener à l'UPR tout un électorat de droite conservateur et traditionnaliste, qui, par exemple, s'était reporté sur François Fillon, qui trouve le programme de Marine Le Pen démagogique, populiste dans le mauvais sens du terme et idéologique. On n'a pas fini là, si on commence avec le programme de Marine Le Pen. Il y a politique à jouer, effectivement. Alors non, il faut quand même, parce que il y a beaucoup de gens, en effet, parce que vous avez beaucoup de choses à dire, mais les auditeurs, ils ont aussi des questions à poser. Donc j'aimerais bien que Philippe travaille un petit peu et pose au moins une question d'auditeur. Avez-vous encore besoin de moi, Nicolas? Parce que je me trouve dans l'ascenseur de l'hôtel. Alors, si vous êtes dans l'ascenseur, risque d'avoir une rupture de vaisseau, ce qui n'est pas ce qui n'est pas ce qui se fait de mieux. Mais si vous êtes besoin de moi, je reste avec vous. Si vous vouliez alors dites quelques mots de conclusion et puis on pose la question. En quelques mots de conclusion, je vais vous donner un sentiment purement personnel. Je ne savais pas du tout pour qui voter aux prochaines élections et j'envisageais de voter pour le Rassemblement national, puisque je suis un électeur traditionnel de ce parti. Oui. Néanmoins, on va plus vous entendre. Je pense que le Rassemblement national va être content de ne pas entendre votre réponse. Et on vous entend plus. Vous allez voter pour l'UPR. Mais il faudra continuer à discuter avec lui et à retravailler tout ça. Absolument. Merci beaucoup. En tout cas, j'appelle les auditeurs à bien réfléchir eux aussi, parce que c'est en tout cas une étoile politique montante. Voilà. Et vous descendez, mais c'est en ascenseur. Merci beaucoup, professeur Tournafont. Merci à son soutien au professeur Tournafont. Ah oui, j'ai cru noter qu'il allait voter pour vous, François Asselineau. Mais il aurait raison, parce que permettez-moi une toute petite remarque, un peu de politique politicienne. Au Parlement européen, ça fait 40 ans qu'il y a des députés RPR devenus UMP, devenus LR. Il y a fait 40 ans qu'il y a des députés PS, 40 ans qu'il y a des députés Parti communiste, 40 ans qu'il y a des députés Verts, et ça fait 35 ans qu'il y a des députés Front National.
Je crois que ça serait peut-être pas mal s'il y avait quelques députés d'un parti totalement nouveau qui portaient qui portaient l'estocade, si vous voulez, à Bruxelles, en appelant un chat et en dénonçant la dictature européenne, exactement comme l'a fait comment dirais-je, Nigel Farage, que vous citiez tout à l'heure, pour les Britanniques. Nous, si on a quelques députés, ça va pas changer la planète, puisque je disais tout à l'heure que ces parlementaires, de toute façon, n'ont pas grand pouvoir. Mais si plutôt que le Front National, il a 15 députés, il en a 16 ou 17, ça changera strictement rien. Pareil pour les Républicains, pareil pour le PS. En revanche, si nous, on arrive avec ces élections, si on fait 7-8% et qu'on a 5 ou 6 députés, ça va déménager. Ça va déménager parce qu'on a une chaîne UPR TV, on a 112 000 abonnés, on a des centaines de milliers de vues. Nous, toute semaine, on dénoncera les scandales que l'on voit. On dénoncera la prévarication, la corruption, les attaques contre la démocratie, les affaires comme le glyphosate, par exemple. Quand je pense qu'il y a des partisans de Madame Loiseau qui disent « Macron est formidable, il est le leader de la lutte contre le glyphosate en Europe ». Mais le résultat de l'Europe, c'est qu'on se ramasse encore 50 glyphosates parce que nous sommes liés avec des pays, il faut l'unanimité là-dessus, on ne l'a pas eu. Vous avez vu que le petit Vietnam, il y a une semaine, a décidé souverainement d'interdire le glyphosate. Nous allons informer le public de tout ça et on fera autant que de besoin, on dénoncera à la tribune la dictature qui est en marche. Je vous assure que ça va changer par rapport à l'existant. Merci François Asselineau. D'ailleurs, vous êtes extraordinaire parce que vous répondez aux questions des auditeurs avant même que je ne vous les pose, puisqu'il y avait un auditeur qui voulait savoir un petit peu votre point de vue sur certaines questions écologiques. Vous y avez déjà en partie répondu. Philippe, allez travailler un petit peu et après, vous avez le droit de poser votre question, mais d'abord, l'auditeur. Qu'est-ce qu'il dit, là, cet auditeur-là ? Alors, un auditeur, donc, bonsoir. Félicitations pour avoir invité à votre micro, monsieur Asselineau, le seul énarque à ma connaissance qui s'intéresse aux sciences et à leur application pour la réindustrialisation de la France. Il y a du De Gaulle chez lui et c'est pour cela qu'on le respecte cordialement. C'est très élogieux, il y a du De Gaulle chez François Asselineau. Vous aviez une question, vous vouliez, allez, c'est le moment. Oui, tout à l'heure. Vous avez une petite fenêtre de tir de 30 secondes pour poser une question. Monsieur Asselineau, tout à l'heure, donc vous êtes présenté un petit peu comme le loup-garou des médias mainstream. C'est le mot à la mode ce soir. Oui, alors les auditeurs nous rappellent qu'on peut parfaitement le traduire et non, il n'y a aucune censure. Oui. C'est courant dominant ou tendance. Voilà. Merci, cher auditeur. Donc voilà, vous étiez un petit peu l'affreux à la télévision, etc. Alors, est-ce que le fait que le journaliste économique qui est très mainstream, François Langlais, devienne d'un seul coup anti-euro, c'est pas une victoire idéologique majeure quand même pour votre courant et les idées que vous représentez ? Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui est vraiment vrai. Moi, je ne mens pas. Je connais suffisamment de gens, j'ai fréquenté les allées du pouvoir, je connais quand même pas mal d'économistes, ils tiennent un discours public et ils ont un discours privé. Et en fait, une des choses dont meurt la France, c'est de l'hypocrisie généralisée, de la langue de bois généralisée. Combien de ministres ou d'anciens ministres je connais qui me disent « En fait, c'est vous qui avez raison, mais on ne peut pas le dire. Oui, on n'aurait jamais dû faire l'élargissement, c'est beaucoup trop. » Et quand des gens me disent, des anciens ministres me disent « On n'aurait jamais dû faire l'élargissement au pays de l'Est », je leur réponds « Mais c'est qui on ?» Qui est la personne, qui est l'institution qui a décidé ça ? Et qu'est-ce que l'on fait maintenant ? Et parmi les économistes, les économistes sérieux, les spécialistes de la chose monétaire, de la question monétaire, ils savent très bien que l'euro risque d'exploser et que là, on risque d'avoir vraiment un festival. Tout à l'heure, le professeur Tournafond disait quelque chose que je crois très très juste, c'est que il faut s'adresser aussi à toutes les personnes, dont d'ailleurs je suis moi-même, j'ai 61 ans, je me suis constitué avec ma femme un patrimoine, on a un appartement à Paris, on a une maison de campagne à la campagne. Bon, je ne suis pas milliardaire, j'ai pas de... Mais c'est vrai que les gens en fin de carrière, et ils ont envie d'avoir un patrimoine pour le céder aux enfants, et puis ils n'ont pas envie d'être spoliés. Et moi, je voudrais vraiment attirer l'attention des gens sur le risque majeur que court le fait de rester dans l'euro, avec la grande crise économique qui, par ailleurs, arrive. Ce sont deux phénomènes disjoints. Je prends ici, d'ailleurs, un engagement. Si nous arrivons au pouvoir, nous mettrons dans le programme un engagement ferme pour assurer les Français, et notamment les retraités, que la sortie de l'euro ne sera pas pour eux une punition, ça sera au contraire, on maintiendra quelque chose. On élaborera, j'en avais parlé avec Emmanuel Todd, que je connais bien, on élaborera un programme, par exemple, en assujettissant les retraites,
les évolutions des retraites à un panel de monnaies où il y aurait dedans le dollar, par exemple le franc suisse, le yen, pour que les Français perdent cette crainte qu'on leur a mis dans la tête, qui est que la sortie de l'euro entraînerait leur ruine. Non. Actuellement, c'est l'euro, notre participation à l'euro qui entraîne la ruine. Vous avez vu d'ailleurs cette étude qui a été faite par un institut allemand. Allemand, il n'avait pas intérêt à le dire, puisque cet institut allemand économique a fait toute une étude sur l'évolution de l'euro. Il a conclu qu'au cours des 20 dernières années, les plus grands bénéficiaires de l'euro, ça a été les Allemands, et les principaux perdants, ça a été l'Italie et la France. Il a même chiffré que chaque Français, d'un point de vue macroéconomique, avait perdu 56 000 euros en 20 ans. Ça fait 233 euros par mois. C'est cher le piment d'Espelette de Madame Loiseau. François Asselineau, merci. J'aimerais dans cette dernière partie, que nous évoquions un petit peu. On a compris que quand les moqueurs qui diraient « mais François Asselineau, combien de divisions ?» C'est déjà au moins 36 000 adhérents à jour de cotisation aujourd'hui. Il y a des partis politiques qui ont une autre surface médiatique et qui ne pourraient pas en dire autant. Alors, qui derrière vous, on commence à avoir une petite idée. En effet, vous avez un maillage qui est tout à fait remarquable du territoire avec l'UPR. J'ai envie maintenant de vous poser la question, puisque c'est le temps de déclarer en préfecture la liste pour les élections européennes. Qui avec vous ? Est-ce que vous pouvez, pour les auditeurs, nous dire déjà un petit peu, sans trahir évidemment encore l'ensemble de la liste, est-ce que vous pouvez déjà nous dire, par exemple, il en a fait grand cas dernièrement de vos adversaires politiques, qui n'est pas si adversaire que ça, parce qu'il dit quand même beaucoup de choses équivalentes à vous, même si vous avez, il faut le reconnaître, peut-être plus de constance et plus de fermeté, mais par exemple Nicolas Dupont-Aignan a bien dit qu'il aurait par exemple un certain Benjamin Cauchy qui est un gilet jaune au sein de sa liste. Est-ce que vous, parce que moi j'ai noté, ça se voit sur les réseaux sociaux, vous êtes un petit peu la coqueluche des gilets jaunes. C'est d'ailleurs, il y a eu la divine surprise gilets jaunes, il y a eu la divine surprise référendum d'initiative citoyen, et puis on a vu que nombre de gilets jaunes, alors peut-être aussi à nouveau parce qu'il y a cette constance, parce qu'il y a ce sentiment de quelqu'un qui dit enfin la vérité et qui est là uniquement pour servir les Français. Vous parliez tout à l'heure de cette classe moyenne qui est en ruine. Est-ce que vous aurez des représentants des Gilets jaunes sur votre liste demain ? Oui, alors vous savez, disons la vérité là aussi. Moi, Benjamin Cauchy, à vrai dire, je ne savais pas qui c'était. Donc Monsieur Dupont-Aignan en fait grand cas, mais nous, on a bien sûr des Gilets jaunes. D'ailleurs, c'est quoi un gilet jaune ? Un gilet jaune, c'est un Français qui se met un gilet jaune. Donc vous avez dans les gilets jaunes... Ils ont quelques figures quand même. Oui, il y a des figures, il y a quelques figures. Mais un gilet jaune, nous on a des gilets jaunes, effectivement. D'ailleurs, hier soir, j'étais à Bordeaux. Oui. À Bordeaux, il y avait 700 personnes. Des rassemblements avec 700 personnes pour les européennes, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup. Le scandale absolu, c'est que France 3 systématiquement boycotte tout ce qu'on fait. Voilà. Il paraît que Madame Loiseau, ce titan de la pensée politique, elle a réussi à avoir 60 personnes l'autre fois. On en avait fait. Monsieur Dupont-Aignan, que vous citiez, il a fait son premier meeting, c'était à Clermont-Ferrand. Il a eu droit à France 3 pendant 5 minutes, ce que je trouve normal d'ailleurs. Mais enfin, France 3 en a fait grand cas parce qu'il avait 200 personnes. Nous, c'était le jour même, à la même heure. Nous, on était à Strasbourg, à un jet de pierre, j'allais dire, à un jet de grenade LBD du Parlement de Strasbourg. Nous, on a eu droit à 700. On a eu 700 personnes, on a eu 3,5 fois plus de monde que M. Dupont-Aignan. France 3 n'est pas venu. Voilà. Nous sommes systématiquement boycottés par les grands médias. Alors, les gilets jaunes, vous savez, il y a des étudiants, il y a des retraités, il y a des lycéens, il y a des chômeurs, il y a des agriculteurs, il y a des chefs d'entreprise, des artisans, etc. Il y a des gens de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche et les gilets jaunes. Nous, on a une liste qui est extrêmement diversifiée. Et une liste qui représente un peu ce que disait Malraux, vous savez, au début des années 60, en parlant du Parti gaulliste, il disait c'est le métro à 6 heures du soir. Nous avons eu le ralliement au cours des dernières semaines. C'est un ralliement symbolique vraiment de 2 responsables, qui n'étaient pas des responsables de tout premier plan, mais des responsables locaux. D'une part de France Insoumise, Madame Sylvie Eyvarts, qui était responsable de France Insoumise à Soissons et qui a été candidate dans la 4e circonscription législative pour France Insoumise et qui a fini par dire ben non, en fait Mélenchon se moque de nous avec son système de plan B, etc. Et Madame Eyvarts a été convaincue par les analyses de l'UPR. Et il se trouve que quelques jours après, nous avons eu le ralliement
de M. Quentin Bourgeois, qui, lui, est conseiller municipal de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais et qui a été pendant plusieurs années membre du Front National et qui, voyant les évolutions du Front National et Madame Le Pen, qui d'ailleurs, sans demander l'avis de ses électeurs ni de ses adhérents, décide comme ça de passer par pertes et profits la sortie de l'Union européenne et de l'euro, comme si la souveraineté et l'indépendance nationale était un objet, était un détail d'un programme politique, lui, il a claqué la porte du FN. Et il nous a rejoints. Et on a eu cette très belle, ce très beau symbole. On a fait un meeting à Marseille, enfin une grande réunion publique pour ne pas froisser les francophiles dont je fais partie. Une très grande réunion publique à Marseille où il y avait 600 personnes et sur l'estrade, il y avait Quentin Bourgeois, ex-FN, Madame Everts, ex-France Insoumise, David Pochet, qui est un de nos délégués, qui est un ex du Modem, Vincent Brousseau, un ex du Parti Socialiste, moi, un ex du RPF de Pasqua Villiers. On se tenait tous la main et on disait, il faut que les Français, à titre provisoire, ça durera pas des dizaines d'années, mais on a besoin d'une union nationale pour sortir la France de ce qui est en train de la détruire, cette idéologie mortifère de la construction européenne. Vous considérez que le clivage droite-gauche n'a plus de raison d'être aujourd'hui ? Aujourd'hui, il n'a plus de raison d'être. Aujourd'hui, le vrai clivage, c'est ceux qui sont d'accord avec l'Europe fédérale qui est en train de mener à la destruction de l'unité nationale. Il faudrait parler de l'Alsace, il faudrait parler de ce qui se passe en Corse, il faudrait parler de ce qui se passe au département des Pyrénées-Orientales et en Bretagne. Donc, il y a les partisans de ça. Vous avez vu que M. Taché, député de En Marche, a dit, c'était sur C8 au mois de janvier dernier, il a dit « Il est très clair que le programme de En Marche, c'est de transférer ce qui reste de souveraineté nationale à l'Union européenne. » Il a osé dire ça, c'est d'ailleurs ouvertement contraire à l'article 4 de notre Constitution qui pose que les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté et d'indépendance nationale. Alors ça, vous avez les partis comme ça qui sont tout à fait les fédéralistes européens. Vous avez l'UDI, vous avez En Marche, vous avez les socialistes et Place Publique, etc. Vous avez par ailleurs ceux que j'appellerais les eurosceptiques, les alter-européistes, ceux qui vous promettent que grâce à eux, ils vont arriver et puis ils vont changer l'Europe alors que ils n'auront jamais l'unanimité des 27 autres États, parce que les autres États voudront pas modifier les traités parce qu'ils voudront conserver les intérêts qu'ils y ont acquis. Rappelez-vous, par exemple, que M. Macron avait dit qu'il allait supprimer la directive des travailleurs détachés. Et il n'a pas été capable de le faire, parce qu'il faut l'unanimité. Alors, parmi ces gens qui vous promettent la Lune à chaque fois, tous les 5 ans, ils vous promettent de changer d'Europe, vous avez maintenant le Rassemblement National, vous avez France Insoumise, vous avez les Républicains, vous avez EELV qui vous promet une Europe écologique, alors que les traités européens favorisent dans tous les domaines la consommation à outrance de la planète, une agriculture hyper productiviste, on fait fabriquer à 15 000 kilomètres ce qu'on devrait faire fabriquer à 500 mètres de chez soi, etc. Donc tout ça, ce sont ceux qu'on appelle les alter-européistes. Et puis à nous, on dit, on ne peut pas changer l'Europe. Si on reste dans l'Europe, on va assister à la destruction de notre niveau de vie, au pillage de notre patrimoine public et privé, et au bout du compte, à la destruction même de l'unité nationale. Regardez les schémas qui circulent, notamment les livres, vous savez, sur l'Europe les euro-régions. Et nous disons, il faut en adulte, on en tire la conclusion, il faut en sortir. Il y a une vie après l'Union européenne. Une vie après l'Union européenne, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, François Asselineau. Restez avec nous. Vous nous parlez de cette liste où vous êtes prêts, qui est un peu le métro à 6h le soir, d'anonymes, de gens à qui on ne donne jamais la parole, et même lorsqu'on a quelqu'un qui s'exprime de façon aussi claire, de façon aussi posée, et de façon si évidente, évidemment, on fait en sorte de ne pas lui donner la parole. Donc, nous avons aussi dans ce studio Astrid Prunier. Bonsoir Astrid, ça va être la petite note féminine quand même. Bonsoir, merci de me recevoir. On a eu beaucoup d'hommes qui se sont exprimés avec toutes les qualités qui sont les leurs. Qu'est-ce que vous inspire vous qui, on va parler de votre combat tout de suite après, mais qu'est-ce que vous inspire le trajectoire politique de quelqu'un comme François Asselineau, En dehors, vous avez vu, ni droite ni gauche, on n'est pas là sur un clivage partisan politique, mais de quelqu'un qui a une ténacité extraordinaire. Depuis, il a créé son parti il y a plus de 10 ans. 12 ans. Ça fait donc 12 ans. Qui n'a de cesse, au début, il a fait avec les moyens du bord, qui maintenant a une véritable force de frappe politique.
et qui, il a frappé à la porte, on ne lui a pas ouvert, il l'a défoncé. Si je peux me permettre d'exprimer comme ça. Est-ce que ça vous donne, vous, des idées quant au combat qui est le vôtre, ou, encore une fois, on va en parler aujourd'hui sur Radio Courtoisie, mais on n'en entend pas beaucoup parler dans les médias. Alors, le combat que M. Asselineau mène peut donner un petit peu d'espoir. Ça, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui voudrait fédérer un petit peu les Français qui aujourd'hui sont un peu laissés à l'abandon. Donc, c'est une piste de réflexion que j'aurais. Du coup, suite à votre explication de programme et à votre vision de la France et de l'Europe, et l'écho que ça me renvoie, en effet, peut-être un petit gain d'espoir pour le combat que je mène depuis maintenant 4 mois pour mon fils aîné. Alors, vous allez nous expliquer le petit Élouan qui a aujourd'hui 8 ans. C'est ça ? C'est ça. Voilà. Vous êtes une maman de 6 enfants. Alors... il y avait, normalement, vous auriez dû intervenir si le frère Thierry avait fait un petit peu plus court dans sa chronique. Je voulais vous poser la question aussi, quand on voit ces sommes d'argent considérables qui sont arrivées avec Notre-Dame, 1 milliard en 24 heures, c'est extraordinaire, hein, et plus de 300 millions, on avait l'impression que c'était une surenchère. 300 millions pour 2 oligarques. Le premier double l'autre, alors 100 millions, mais l'autre se venge en disant mais moi c'est le double, je dirais même plus. Quand vous voyez ces flots d'argent pour ce qui sont des pierres, rappelons ce que disait l'archevêque au petit, il y a des pierres vivantes derrière les pierres de la cathédrale. Ça aussi, est-ce que ça vous donne de l'espoir quant à la générosité des Français ? Parce qu'il n'y a quand même pas que les oligarques qui vont financer la reconstruction de Notre-Dame. Alors ça ne me donne pas vraiment d'espoir, ça me montre une dure réalité finalement où tout est un petit peu orchestré. Si on n'est pas dans les bons milieux, dans les bons réseaux, avec les bons accompagnateurs, on arrive difficilement à faire entendre sa voix. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire le parallèle avec le combat personnel d'une famille et puis l'énorme monument que représente Notre-Dame. Mais c'est vrai qu'on peut quand même s'interroger sur la faculté de ces grosses sociétés à débloquer des sommes et des enveloppes extrêmement importantes. Et finalement, à nous qui nous heurtons à des portes rapidement fermées, on a du mal à passer les échelons. Pour 1000 ou 2000 euros sur ces sociétés-là, c'est des sommes qui sont dérisoires. Alors, tout en rappelant aux auditeurs de Radio Courtoisie, parce que c'est pas facile pour François Asselineau, mais qui pourtant a des comptes parfaitement en équilibre, contrairement à d'autres partis, on n'a pas eu le temps d'en parler. Mais c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé. Radio Courtoisie a besoin de vivre. La première, elle ne vit que des dons de ses auditeurs, de vous, chers auditeurs, et c'est la priorité, je le dis toujours, numéro 1, quand il est question de dons. Pour vous, les auditeurs de Radio Courtoisie, c'est d'abord et avant tout pour votre radio. Si vous ne voulez pas demain être condamné à crier dans le désert, avec nous, bien vous avez la parole, le droit à la parole. En tout cas, on essaie de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Néanmoins, il y a plein d'autres causes. Expliquez-nous un petit peu, Astrid, votre combat de maman. Alors le combat, on a la chance d'avoir un petit garçon qu'on appelle extraordinaire avec ses particularités d'autiste. Donc aujourd'hui, les mots sont très encadrés. On dit plus autiste, on dit atteint de troubles du spectre autistique. Donc les choses sont toujours très enrobées. Néanmoins, c'est un petit garçon qui aujourd'hui est autiste. Alors il y a plusieurs niveaux, plusieurs degrés. On est plutôt chanceux et privilégié parce que il a quand même un développement qui même s'il y a un certain retard, il regarde, il y a une certaine interaction qui se fait par rapport à d'autres enfants où on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus lourd. Et donc notre enfant autiste aujourd'hui n'a pas les moyens de grandir, n'a pas les moyens d'être instruit parce qu'aujourd'hui l'école française ne lui permet pas. Les moyens mis en œuvre sont insuffisants, sont déconnectés de la réalité de la situation de ces enfants-là. Et donc on est contraint de faire un choix, donc c'est vraiment obligeamment au vu de la situation, de le retirer du système scolaire, de lui faire des cours par correspondance et de lui faire suivre une formation qui est une formation mise au goût du jour par la pédagogue Elisabeth Nuitz, qui est une méthode qui repose donc sur la logopédagogie, donc uniquement la parole, tout verbalisé et la manipulation. Aujourd'hui, Élouan a besoin de ça. Cette méthode, très bénéfique pour lui, n'est en revanche pas prise en charge par les services de santé et la maison du handicap. Et donc pas non plus par l'éducation nationale. Moi, je rappelle
Il y a une nouvelle étude là en Corée, et pas la Corée du Nord cette fois-ci, qui rappelle qu'il y a à peu près peut-être un enfant autiste sur 40. Les Américains étaient plutôt sur 1 sur 100, 1 sur 10. C'est dire combien ce problème est sous-estimé. Problème, c'est pas une maladie, c'est un symptôme éventuellement, aussi une différence, peut-être une autre forme d'intelligence, mais néanmoins, justement, si c'est une autre forme d'intelligence et si l'éducation nationale n'est pas préparée à accueillir ce trouble, chez tous ces élèves, et ils sont de plus en plus nombreux, vous êtes obligés, vous n'avez pas le choix que de vous tourner vers d'autres méthodes. Ça a été un petit peu votre choix de parents, ça. Ça a été notre choix de parents parce qu'il fallait aussi qu'il soit conjointement lié aux valeurs que nous souhaitons donner à notre enfant. Et aujourd'hui, soit nous rentrons dans les cases et dans les rails qui sont mis en place par l'État, à savoir des structures spécialisées qui sont déjà même pas adaptées finalement aux troubles extrêmement divers et variés des autistes. Donc là, on parque, entre guillemets, ces enfants-là dans des structures avec des équipes pluridisciplinaires qui sont mises sans réelle connaissance de l'enfant, avec des méthodes, les basiques de ce qu'on doit apprendre à l'enfant, peu importe son âge, son vécu, son expérience. Est-ce qu'il va grandir, évoluer? Est-ce que c'est curable? On ne se pose pas la question, comme on le fait d'ailleurs pour des enfants qui seraient, ou même des adultes atteints de trisomie ou autres. On les parque, on en fait un cas, et puis on met des moyens qui nous semblent suffisants pour ces enfants-là ou pour ces adultes-là, ce qui donc ne répond absolument pas à la problématique d'Élouan et d'autres enfants d'ailleurs qui sont dans le même problème, parce que après avoir créé une association pour Élouan, on a quand même des appels de personnes qui s'identifient à notre combat et qui nous évoquent justement tout ce chemin tortueux. La méthode NUITS, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux autres méthodes? Et est-ce qu'une autre méthode ou quelque chose qui serait dans le système scolaire ne permettrait pas d'obtenir le même résultat? Alors non, il n'y a pas d'autre méthode qui permettra à Élouan de grandir et qui nous donnerait ce même résultat, puisqu'en fait, avant de se lancer dans cette méthode NUITS qui est extrêmement onéreuse, nous avons fait tout le cheminement social, logique qu'on nous proposait avec des séances de psychomotricité, des séances de psychologue, des séances d'orthoptiste, des séances de psychiatre pour enfants, des séances d'orthophonie. Donc on a vraiment tout fait, tout ce qui nous était proposé, qui n'était d'ailleurs même pas pris en charge pour les 3/4. On a tout fait et au bout de 2 ans, il n'y a pas eu une seule amélioration, ni au niveau de son comportement, ni au niveau de l'assimilation des codes sociaux, ni au niveau de ses réflexes, ni au niveau donc vraiment rien. Et au contraire, on entrait vers une phobie scolaire qui était donc extrêmement compliquée à gérer au quotidien, parce que voilà, ces enfants-là sont extrêmement sensibles, ont des sensations exacerbées sur la moindre des situations, n'ont pas ce filtre que nous on a et du coup qui permettent de relativiser, de prendre un peu de hauteur, de recul sur la situation. Et donc il n'y a pas d'autre méthode, et c'est suite à une formation d'1 semaine avec cette fameuse méthode, parce qu'on était entre guillemets vraiment dépourvu de solutions, on a décidé de faire cette méthode-là pendant 1 semaine, et les progrès ont été vraiment miraculeux. Et oui, alors s'il y a des progrès miraculeux, évidemment, vous en tant que maman, il est bien évident, j'imagine que c'est la même chose que pour le papa, vous n'avez d'autre volonté que de permettre d'assurer cela. Or, ça a un coût financier. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement votre site internet, un petit peu comment vous faites, à quelle porte vous avez frappé jusqu'à présent? Alors aujourd'hui, on a frappé au démarrage sur des particuliers. Donc nous avons ouvert une cagnotte solidaire en ligne avec peu de moyens. On a fait de la publicité, de bouche à oreille, par Facebook, des pages Élouan a tant besoin de vous pour essayer de solliciter un petit peu les donateurs. Ça a plutôt bien répondu. De grosses enseignes comme SodaStream par exemple, ou Paroles de Fromager qui sont basées à Paris, nous ont donné un gros coup de main. Certains médias nous ont également donné des coups de main avec des articles sur Ouest France, sur la chronique républicaine en Bretagne, sur les radios, Radio Courtoisie entre autres, et sur Radio Braise, etc. Donc on a un peu de soutien pour essayer de faire parler de... On ne parle pas des concurrents, non, je plaisante. Alors, rappelez, vous avez une association, donnez-nous l'adresse de l'association si on veut vous aider. Élouan a tant besoin de vous. L'adresse? Elle est au 1 rue des Bottiers. Où? À l'Écousse, 35 133. Vous pouvez répéter une deuxième fois pour ceux qui auraient mal entendu. Élouan a tant besoin de vous, 1 rue des Bottiers, 35 133, l'Écousse. Vous avez un site donc Facebook, c'est ça? On a une page Facebook, qui s'appelle Élouan Petit Breton Extraordinaire a tant besoin de vous. D'accord. Et donc vous avez besoin de ces moyens financiers. Exactement. C'est essentiel. Tout à fait. Merci beaucoup Astrid. Merci infiniment.
Alors, moi, j'ai pas de conclusion, puisque quand je vois combien mes oreilles sifflent depuis tout à l'heure, donc je vous préviens, vous avez les 2 minutes qui vous manquaient, frère Thierry, pour terminer. Voilà, je vous dis au revoir. Bonne soirée, chers auditeurs. C'est à vous, frère Thierry. Je voulais terminer en évoquant la mystérieuse unité, cette mystérieuse communion qui paraissait réunir le peuple de France si divisé. Et le soir même, normalement, le premier magistrat de France devait parler. Et certainement, il n'aurait pas réussi à réunir les cœurs, ce qu'a accompli Notre-Dame. J'aurais certainement eu beaucoup d'autres choses à dire, mais je voudrais terminer en disant que les pierres de la cathédrale, comme le dit saint Luc, crient. Elles nous invitent à nous convertir, à ne pas être passifs. Elles nous invitent à l'espérance théologale. Enfin, que cette terrible vision de la cathédrale effondrée, ravagée par les flammes, doit aussi attirer notre regard sur l'état aussi terrible de notre pays. Et certainement, la Providence a permis ce drame, cette tragédie, comme un ultime avertissement. Les pierres crient, je pense que ce sera en effet le mot de la fin de cette émission. Merci beaucoup François Asselineau. Merci à vous, merci de nous avoir donné la parole. Merci frère Thierry, merci monsieur Philippe Droite. Merci monsieur Stocker. Merci beaucoup Astrid, merci. Et bon courage pour votre combat. Merci. À très bientôt chers auditeurs.